Bonjour à tous, c'est encore Steve, participant au séminaire Multiplier votre chiffre de Sébastien, avec le mouvement des entrepreneurs libres. Et du coup, Sébastien m'a demandé si j'étais OK pour faire un résumé du jour 3 et j'ai dit OK, banco, je lui recolle avec plaisir. Du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter un peu un résumé de ce jour 3. Si jamais tu l'as loupé, ça te permettra de voir un peu de quoi il en retourne et prendre des notes sur le contenu. Et puis, si jamais tu as pu assister, ça te permettra d'avoir un petit pense-bête sur cette journée pour être sûr de n'avoir rien oublié. Alors, j'ai pris moi-même des notes pour ne rien oublier sur ce récap. Donc, on est parti. Alors, pour commencer, Sébastien a commencé la journée avec un point très important issu d'une citation. Donc, il a cité une citation brésilienne qui dit « Ne mets pas de l'eau dans ma pierre ». Qu'est-ce que ça veut dire cette citation? Eh bien, c'est simplement que pendant ces 3 jours de séminaire, je pense que tu t'en es rendu compte, on est dans un cocon, on est dans une bulle de bienveillance que ce soit de la part de Sébastien, de l'équipe, mais également évidemment de tous les participants. Il y a vraiment cette notion d'entraide, on est là pour aller de l'avant, on est là pour tous devenir des entrepreneurs libres et s'entraider sur le chemin pour y arriver. Et le problème, c'est que, une fois qu'on sort du séminaire, c'est un peu comme si on retournait dans le monde froid extérieur. Et donc Sébastien nous a mis en garde par rapport à ça, sur le fait qu'il fallait se préparer à ce retour dans le monde normal, dans le monde dans lequel la notion d'entrepreneur libre n'est peut-être pas aussi répandue, dans ce monde dans lequel les proches ne sont peut-être pas forcément au courant qu'il est possible de voir le monde différemment du métro boulot dodo classique. Et du coup, il fallait se préparer à ça et s'armer par rapport à ça, à la fois s'armer en termes de plan d'action et de se préparer son plan d'action pour s'y tenir, et puis de s'armer également par rapport à ça, entre guillemets, psychologiquement, pour garder des contacts entre nous, entre apprentis, entrepreneurs libres, si je puis dire, pour garder cette motivation et cette énergie, cette chaleur du séminaire, la garder avec nous, même quand on revient dans le monde froid normal. Ensuite, Sébastien a parlé du traitement des objections, donc les 5 objections principales que peuvent donner les clients, dans l'ordre étant le temps, évidemment, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de suivre ce programme, l'argent, je n'ai pas l'argent, mon mari, mon conjoint, mes proches qui vont s'y opposer, parce que forcément, quand on a découvert quelque chose de nouveau, qu'on a vu tout un produit, toute une offre irrésistible, on a vu tous les détails, et donc du coup, on peut être extrêmement attiré, c'est-à-dire cette offre-là, elle est faite pour moi, mais quand on présente ça ensuite à son conjoint, il n'a pas vu tout ça, donc il ne se rend pas compte effectivement de l'impact que pourrait avoir cette offre-là dans ma vie. Et du coup, le réflexe numéro 1, c'est de mettre des réticences, c'est de freiner un peu des cafés, de dire « Oula, c'est quoi ce truc bizarre là? T'es sûr de ton coup ?» Et ça, c'est normal, c'est une réaction instinctive qu'ont énormément de gens. Donc ça, c'est la troisième objection. La quatrième étant la peur qui peut être la peur d'échouer, la peur que ce programme n'est pas adapté à soi, qu'on ne va pas réussir dans ce système-là. Et puis la honte. Ce sont donc les 5 objections principales, et n'importe laquelle des objections classiques des clients peut se ramener à une de ces 5 objections typiques. Le temps, l'argent, j'ai besoin de l'aide de l'avis de mon conjoint d'abord, de l'autorisation de mon conjoint, la peur et la honte. Et donc, du coup, il a expliqué un peu comment surmonter ces objections et comment arriver à les gérer. Et le point numéro 1 qu'il a souligné, c'est que s'il y a une objection que l'on rencontre fréquemment, que l'on reçoit fréquemment de la part de ses prospects, c'est peut-être parce que c'est une objection que l'on a nous-mêmes quand on nous présente une offre. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on a le réflexe de dire « Ah oui, mais non, mais j'ai pas le temps », il y a de fortes chances qu'on va attirer à nous, en termes de prospects, des gens qui vont avoir cette même objection et qui vont dire « Ah non, mais j'ai pas le temps ». Et donc, du coup, la première manière de base, qui est un peu contre-intuitive, mais de résoudre une objection, c'est déjà de la résoudre soi-même. Et de soi-même, s'assurer de valider que l'on n'a pas cette objection automatique, soit du temps, soit de l'argent, soit du conjoint, soit de la peur, soit de la honte, pour éviter d'attirer ce type de prospect. C'était le point numéro 1, vraiment, pour résoudre ces objections. Et ensuite, pour arriver donc ça, c'est la première étape, c'est se changer soi-même. Ensuite, une fois qu'on a travaillé là-dessus, l'idée, ça va être d'arriver ensuite à convaincre. Donc, dans l'ordre, en fait, sa femme, son mari, son conjoint, ses proches, son équipe, puis sa communauté, d'arriver à leur faire lever les objections à eux, du coup.
pour pouvoir, eh bien, petit à petit, comme ça, avancer en fait, dans la levée des objections. L'idée étant, par exemple, dans le cas de ce qu'il a expliqué dans le cas de sa femme ou de son conjoint, c'est de ne pas être en mode j'ai besoin de demander la permission de ma femme, de mon mari, de mon conjoint, mais plutôt de dire je vais demander le soutien de mon conjoint. Donc de transformer en fait cette objection en disant je suis pas en mode non, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je demande l'autorisation de mon conjoint, mais plus en mode j'ai pris la décision, je vais le faire parce que je sais que c'est bon pour moi et je vais demander simplement à mon conjoint de me soutenir dans ma décision. Donc, il a expliqué comme ça, il a fait le tour un peu de ces différents grades d'objections et de comment les traiter. L'après-midi, ensuite, il a parlé de la délégation et du fait que, eh bien, en tant qu'entrepreneur, au début, en tout cas, on n'a pas encore forcément d'équipe, où on est tout seul ou à deux, eh bien, parmi toutes les tâches qu'il y a d'entreprise, tous les pôles, que ce soit le pôle administratif, le pôle service client, le pôle délivrer le service, le pôle commercial, le pôle marketing, voilà, il y a tous les pôles stratégiques, évidemment, le plus important. Tous ces pôles-là, eh bien, au final, c'est l'entrepreneur qui les fait tous. Et c'est un peu l'homme orchestre. Donc, l'homme orchestre qui a tous les instruments comme ça et qui joue de tous les instruments. Et l'idée, eh bien, c'est de petit à petit tendre à ne plus être un homme orchestre, mais à devenir un chef d'orchestre. Et donc, petit à petit, à se poser des questions sur chacun de faire une carte de son entreprise, une carte de tous les pôles de son entreprise, de toutes les tâches qu'il y a à faire dans son entreprise pour qu'à la fois, eh bien, elle tourne et elle grandisse. Et une fois qu'on a fait la carte un peu de toutes les actions qui sont faites régulièrement dans l'entreprise, qui sont nécessaires, donc à la fois à la flottaison, à la fois sur les aspects moteurs et à la fois sur les aspects stratégiques de l'entreprise, eh bien, quels sont parmi ces postes-là ceux sur lesquels je passe énormément de temps et sur lesquels, eh bien, ce serait peut-être intéressant que je ne passe pas autant de temps. L'idée derrière ça, c'est qu'en tant qu'entrepreneur libre et en tant que chef d'entreprise libre, eh bien, c'est quand on est ce chef d'orchestre et donc, du coup, on a réussi à s'enlever ces tâches sur lesquelles il n'y a pas de grosse valeur ajoutée, sur lesquelles, eh bien, on n'est pas forcément les meilleurs en termes de délivrabilité et pour se concentrer nous-mêmes sur les tâches sur lesquelles on est le plus fort, sur lesquelles on est le plus efficace. On a tous notre feu sacré et du coup, il y a dans l'entreprise un rôle qui est vraiment le rôle qui nous est destiné, qui est le rôle sur lequel, eh bien, c'est là qu'on va apporter le plus de valeur. Et ce qu'il faut, c'est que on ait 80% de notre temps qui soit vraiment focus sur ce temps-là et 20% du temps à coordonner le reste de l'équipe pour gérer toutes les autres tâches. Et donc, du coup, il y a deux manières de possibilités. Enfin, il y en a plus, mais Sébastien parlait de… Alors là, j'ai un petit trou de mémoire, mais on va voir. Peut-être que vous pourrez me dire dans les commentaires si j'en ai oublié. Les possibilités pour enlever du coup ces tâches. Premièrement, une possibilité effectivement de pouvoir recruter quelqu'un. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est de trouver un système informatique qui va permettre d'automatiser ça. Et donc, il y a de nombreuses choses qui peuvent s'automatiser. Ça peut être, Sébastien donne l'exemple de la mise à jour des blogs, donc à l'époque où il avait plusieurs blogs, et du coup, il devait tous les gérer manuellement jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y avait un outil qui permettait de faire ça de manière automatique, en un clic, toutes les semaines, on clique, ça se met à jour, la sauvegarde automatique, et voilà. Donc, transformer 12 heures de travail par mois en un clic, ça peut être pertinent. Et puis, des fois aussi, il y a certaines tâches simplement que l'on peut retirer parce qu'elles peuvent être réalisées soit par un partenaire, soit par un prestataire qui va travailler avec nous et qui va délivrer le service. Et du coup, ça permet aussi également d'enlever cette tâche-là. Donc, il y a à chaque fois plusieurs stratégies. Il n'y a pas que la stratégie du recrutement, mais à chaque fois, il y a plusieurs stratégies pour s'enlever ces tâches-là sur lesquelles on n'apporte pas de grosse valeur ajoutée. Sachant que la question la plus importante à chaque fois, c'est OK, est-ce que cette tâche-là, du coup, elle est vraiment 100% nécessaire dans mon entreprise ou est-ce que c'est peut-être quelque chose simplement que je peux retirer et sans que ça ait un impact dramatique sur l'entreprise. Au contraire, peut-être que je suis en train d'investir beaucoup de temps là-dedans alors que peut-être quelque chose d'alternatif que je pourrais faire qui pourrait remplacer cette action-là et qui, du coup, serait aussi efficace. Ensuite, Sébastien a reparlé des habitudes et des rituels. Habitudes et rituels. Alors, je vous ai déjà fait un point hier dans le résumé de la vidéo d'hier, mais du coup, c'est ce qu'il a repris. Quels étaient donc les critères des rituels? Donc, un rituel étant une habitude que l'on choisit, et donc, du coup, les 4 critères étant le plus petit pas pertinent. Donc, quelle est la plus petite action pertinente qui valide mon rituel?
Ensuite, quel est le déclencheur de mon rituel? Donc, quelle est l'action extérieure, l'événement extérieur qui va déclencher mon rituel, qui va le lancer et qui n'est pas, idéalement, qui n'est pas sous mon contrôle. Comme ça, c'est vraiment quelque chose d'extérieur qui va me dire, ah ok, ça s'est passé. Donc, du coup, il faut que je fasse mon rituel maintenant. La récompense, on a parlé hier, et de choisir une récompense qui est alignée avec l'objectif de son rituel. Et enfin, la durée. Alors, la durée, il y a une petite spécificité dont il a parlé aujourd'hui et que je ne vous ai pas présenté, que je ne vous ai pas compté hier. Il faut se poser aussi la question quand on choisit son rituel, pour savoir si c'est un rituel pertinent pour soi, de se dire, OK, est-ce que ce rituel-là, je me vois le faire pendant les 10 prochaines années ou pendant les 5 prochaines années, en tout cas pendant une durée longue, de dire, OK, est-ce que je me vois publier une vidéo toutes les semaines pendant 5 ans? Et du coup, ça permet de se rendre compte de est-ce que vraiment ce rituel-là, c'est quelque chose que l'on va tenir sur la durée? Est-ce qu'on se voit visuellement, est-ce qu'on s'imagine tenir ce rituel sur une longue durée? Ou est-ce que c'est un idéal qu'on est en train de se mettre, de se dire, ah, une sorte de vision hallucinatoire, de dire, mais oui, je vais pouvoir faire ça toutes les semaines. Et puis après, quand on s'imagine, est-ce que vraiment je vais pouvoir faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on se dit, peut-être pas, quoi. Je sens que je vais avoir la flemme au bout d'un moment. Et ça permet du coup de faire le tri et de ne garder que les rituels qui vont être vraiment pertinents, ceux qui sont vraiment alignés avec là où on veut aller et qui sont vraiment ancrés en nous. Et puis enfin, donc Sébastien a parlé du One Thing. Donc, qu'est-ce que c'est le One Thing? Donc, c'est un concept issu du livre de Gary Keller qui s'appelle The One Thing et dont la traduction en français s'appelle The One Thing. Le livre existe en français et en anglais, si jamais ça t'intéresse de l'acheter pour en savoir plus sur ce concept-là. Et l'idée, c'est quoi? C'est que dans la liste de toutes les tâches que l'on pourrait accomplir pour travailler dans son entreprise et pour apporter de la valeur dans son entreprise, eh bien, il en existe une qui va avoir le plus d'impact possible. C'est un peu connecté à la loi de Pareto, la règle du 80-20, qui est que 20% des actions génèrent 80% des résultats. Et bien là, c'est le 1%, 99%. Ça. 1% des actions vont générer le plus gros, vont générer le plus gros impact en fait, dans l'entreprise. L'idée, c'est de trouver parmi toutes les actions que l'on peut faire dans l'entreprise, quelle est vraiment celle qui va avoir le plus d'impact. Et donc, l'idée, du coup, à ce moment-là du séminaire, quand on arrive à la fin, eh bien, c'est de se dire, OK, quelle est ma one thing? Quelle est de tout ce que j'ai vu sur le séminaire, vraiment, la chose unique que je vais choisir, la priorité que je vais choisir et que je vais concrètement mettre en place dès lundi. Voilà, c'était ça, ce point du one thing. Et donc, comme je te dis, si tu veux en savoir plus, il y a le livre The One Thing de Gary Keller que tu peux trouver sur où tu veux. Et puis enfin, nous avons le droit à une magnifique dance party improvisée parce que les participants étaient chauds bouillants. Et du coup, la Didax Team, avec mes membres aussi, avec mon équipe, on était aussi chaud bouillants en tant que participants et on a aussi dansé comme des fous. Et du coup, eh bien, j'espère que tu étais présent à cette dance party parce que c'était épique. Et on a vu Sébastien également se déchaîner lui-même sur le dance floor. C'était quand même assez magnifique. Voilà. C'était tout du coup pour ce résumé de cette journée 3 du séminaire Multiplier votre chiffre. J'espère que ce résumé t'a plu, t'a permis de te rafraîchir la mémoire, ou t'a donné envie d'assister au prochain séminaire. Si tu as loupé cette journée 3, de te dire ah, mince, j'ai loupé tout ça, eh bien, ce sera avec plaisir que Sébastien t'accueillera lors du prochain séminaire. Sur ce, c'était tout. C'était Steve. Merci beaucoup. Et puis, peut-être à très vite. Ciao, ciao.